Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va laisser de côté les manuels de technologie pour embarquer dans une véritable aventure humaine, la grande histoire de l'intelligence artificielle. Alors, pour commencer ce voyage, il faut se poser une question qui a l'air toute simple. C'est quoi au juste l'intelligence? On a longtemps cru qu'elle se cachait uniquement dans notre cerveau. Mais si on regarde d'un peu plus près, qu'est-ce qu'on pense de ces fourmis qui, sans aucun plan, sans architecte, construisent un pont vivant? Ou bien de ces arbres qui communiquent entre eux, qui échangent des infos? Et il y a même cet organisme super étrange, le blob, une seule cellule, qui arrive à résoudre des labyrinthes. Bon, pour bien comprendre toute cette histoire, il nous faut deux clés de lecture. La première, c'est de remplacer ce mot un peu flou, l'intelligence, par quelque chose de plus concret, les fonctions cognitives. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste ce que notre cerveau fait tous les jours. Par exemple, reconnaître le visage d'un ami, se souvenir de la liste de courses, ou calculer la monnaie qu'on doit nous rendre. C'est tout de suite plus simple, non? Et la deuxième clé, c'est l'analogie de l'avion. Pour voler, on n'a pas copié les oiseaux en créant des machines qui battent des ailes, non. On a compris les principes du vol et on a fabriqué des machines qui y arrivent, mais à leur manière. Eh bien, pour l'IA, c'est exactement ça. Le but, ce n'est pas de faire une copie du cerveau, c'est de réussir à reproduire ce qu'il sait faire. Regardez un peu cette frise. Elle est super intéressante parce qu'elle montre comment, petit à petit, ce rêve est passé du mythe à la machine. On part des légendes, le golem, la statue de Pygmalion qui prend vie, pour arriver à de vrais automates mécaniques. Au début, ils sont assez simples comme l'automate d'Al-Jazari, et puis ça devient de plus en plus complexe. Prenez le canard de Vaucanson, un automate qui pouvait manger et digérer. Ça a fasciné tout le monde à l'époque. Chaque invention, c'est un pas de plus. Le rêve devient de plus en plus concret. Jusqu'au moment où, en 1921, on lui donne enfin un nom que tout le monde connaît aujourd'hui, le robot. Et pour ça, il faut remonter loin, jusqu'à des philosophes comme Aristote. Lui, avec son syllogisme, il a fait un truc incroyable. Il a commencé à découper le raisonnement humain en petites briques logiques, en règles. Le fameux exemple, c'est « tous les hommes sont mortels », or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça a l'air simple, mais l'idée derrière est juste révolutionnaire. Ça veut dire que si la pensée suit des règles, alors peut-être qu'un jour une machine pourrait suivre ces mêmes règles. La pensée pourrait devenir un calcul. Et là, on assiste à une progression magnifique en 3 temps. D'abord, on établit les règles de la pensée avec la logique formelle. Ensuite, des génies comme Pascal ou Babbage construisent des machines pour faire les calculs à notre place. Et enfin, le coup de génie final vient d'Ada Lovelace. C'est elle qui comprend qu'on peut écrire des instructions, des algorithmes, pour dire à ces machines quoi faire. Et voilà, la pensée logique et la machine programmable se rencontrent enfin. Pour la toute première fois, on a les 2 ingrédients de base pour créer une intelligence artificielle. Parfait! Maintenant qu'on a nos clés en main, on peut ouvrir le premier chapitre de notre livre d'histoire. Direction l'âge d'or des pionniers. Une époque incroyable, pleine d'un optimisme fou, où absolument tout semblait possible. Alors on est dans les années 50. L'ambiance est électrique. C'est vraiment le tout au début. En 1950, il y a le grand Alan Turing qui pose une question qui va tout changer. Est-ce que les machines peuvent penser? Pour y répondre, il a imaginé ce qu'on appelle le test de Turing. C'est comme un jeu d'imitation. Imaginez une discussion par message avec quelqu'un, sans voir qui c'est. Si à la fin, on est incapable de dire si c'était un humain ou une machine, eh bien la machine a réussi le test. Et c'est cette idée, toute simple en apparence, qui a véritablement lancé la course à l'IA. La même année, Minsky et Edmonds fabriquent le SNARK, qui est en fait le tout premier ordinateur à réseau de neurones. À peine 2 ans plus tard, Arthur Samuel, lui, il crée un programme de jeu de dames qui apprend de ses propres erreurs. Il devient même meilleur que son créateur, c'est fou. Et puis en 1955, le Logic Theorist arrive à prouver des théorèmes mathématiques. Là, on se dit que la logique pure, ce n'est peut-être plus réservé qu'aux humains. Toutes ces avancées incroyables, elles vont converger vers un moment historique. On est à l'été 1956 au Dartmouth College. Il faut s'imaginer une poignée de chercheurs ultra brillants, réunis pendant des semaines, en train de jeter les bases d'un tout nouveau monde. Et c'est là, pour la toute première fois, que le nom intelligence artificielle est prononcé. Ce n'est pas juste un mot, non. C'est carrément l'acte de naissance d'une nouvelle science au carrefour entre les maths, l'informatique et la neurologie. Et là, l'optimisme est total. Les pionniers sont absolument persuadés qu'ils sont au bord d'une révolution imminente. Pour se faire une idée de l'ambiance, il suffit d'écouter ce que dit Herbert Simon en 1965. Il déclare « D'ici 20 ans, les machines pourront faire n'importe quel travail qu'un homme peut faire ». Bon, et attention, cet optimisme ne sortait pas nulle part.
il reposait sur des succès bien réels. On a parlé du jeu Dame, mais en 1966, il y a eu Elisa, le tout premier chatbot de l'histoire. Ce programme simulait une conversation et les gens étaient complètement bluffés. Ils avaient vraiment l'impression de parler à quelqu'un. Ça a montré le potentiel incroyable de l'interaction entre l'homme et la machine. On passe donc au chapitre 2, celui de la grande division. Un schisme presque philosophique qui va plonger la recherche dans une très très longue période de crise. Ce qui est super intéressant, c'est que dès le départ, il y avait deux grandes équipes, deux visions de comment construire une IA. D'un côté, l'approche symbolique. Là, c'est comme si on donnait à la machine un énorme livre de règles, un dictionnaire de logique, et on lui disait « voilà, suis les instructions à la lettre ». De l'autre côté, l'approche connexionniste. Là, l'inspiration, c'est le cerveau humain. Au lieu de règles strictes, on crée un réseau de neurones artificiels et on le laisse apprendre par l'exemple, en lui montrant des milliers de photos, jusqu'à ce qu'il comprenne tout seul ce qu'est un chat, par exemple. Deux philosophies complètement différentes. Chapitre 3. L'hiver de l'IA. Et oui, comme dans toutes les grandes histoires, après l'euphorie du début, la réalité a repris ses droits. Il faut imaginer, les promesses étaient gigantesques, mais les ordinateurs de l'époque n'étaient tout simplement pas assez puissants. Prenez la traduction automatique. On pensait que ce serait facile, mais les machines n'y arrivaient pas. Elles se heurtaient à ce qu'on a appelé la barrière sémantique. Elles traduisaient les mots, mais pas le sens, ce qui donnait des phrases qui ne voulaient rien dire. Forcément, face à des progrès si lents, le scepticisme a commencé à s'installer et l'argent à disparaître. Et voilà comment cette vague de déception a mené à la première grande crise du domaine. C'est une période de doute et de ralentissement qu'on a joliment appelée le premier hiver de l'IA. La recherche ne s'est pas arrêtée, bien sûr, mais elle a dû se faire plus discrète, loin de l'enthousiasme des débuts. Heureusement, après l'hiver vient le printemps. Au début des années 80, le dégel arrive grâce à ce qu'on a appelé les systèmes experts. L'idée, elle est simple, mais elle est géniale. On se dit, OK, au lieu d'essayer de créer une intelligence qui sait tout faire, on va créer une machine super spécialiste qui raisonne comme un expert humain, mais sur un tout petit domaine bien précis. Ça pouvait être, par exemple, le diagnostic médical ou la détection de fraude bancaire. Et le héros de cette période de dégel, il a un nom, R1. Sa mission, c'était de faire un boulot incroyablement complexe et répétitif, configurer des ordinateurs sur mesure pour des clients. Grâce à sa base de règles, R1 faisait le même travail qu'un expert humain, mais en beaucoup plus rapide et sans jamais faire d'erreur. Et là, miracle, pour la première fois, l'IA rapportait de l'argent. Elle était rentable. Et forcément, les investisseurs sont revenus en courant. Et cette renaissance a mis la table pour un événement, un duel qui a tenu le monde entier en haleine. 1997. D'un côté du ring, Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs, le maître absolu, l'intuition humaine à son paroxysme. De l'autre côté, Deep Blue, un super ordinateur d'IBM, une machine monstrueuse construite pour une seule et unique chose, battre Kasparov. Ce n'était pas juste une partie d'échecs, c'était l'homme contre la machine. Un duel totalement symbolique. Et la machine a gagné. Victoire de Deep Blue. Pour la toute première fois de l'histoire, un champion du monde d'échecs en titre était battu par un ordinateur. C'était un véritable séisme. Pas juste une victoire technique, non, ça a fait la une de tous les journaux du monde. Ça a prouvé que la pure puissance de calcul pouvait non seulement rivaliser, mais carrément battre le génie humain sur son propre terrain, un terrain qu'on pensait intouchable. Chapitre 5, l'ère du deep learning. Mais cette victoire de Deep Blue, aussi spectaculaire soit-elle, n'était en fait que l'apéritif. Le plat principal arrivait. L'ère moderne, celle qu'on vit aujourd'hui, est née d'une sorte de tempête parfaite, d'une combinaison de 3 facteurs qui ont complètement changé la donne et fait entrer l'IA dans notre quotidien. Et ces 3 ingrédients, les voici. Ce sont les piliers de l'IA moderne. 1. Des algorithmes bien plus intelligents, notamment le grand retour des réseaux de neurones. 2. Des données, des données, des données. Une quantité phénoménale d'informations grâce à Internet pour nourrir ces algorithmes. Et 3. La puissance de calcul. Et là, l'aide est venue d'un endroit totalement inattendu. L'industrie du jeu vidéo. Les processeurs graphiques, les GPU, faits pour afficher des mondes en 3D, se sont révélés être parfaits pour les calculs des réseaux de neurones. La recette magique était enfin au complet. Et avec cette recette, tout a changé, surtout pour la compréhension du langage. Au début, les IA, c'était un peu comme Dory dans Nemo. Elles avaient une mémoire très courte. Elles lisaient une phrase et oubliaient le début. On a ensuite amélioré leur mémoire. Mais la vraie révolution, c'est le mécanisme d'attention. L'IA a appris à faire comme nous. Quand on lit, on se concentre sur les mots importants pour comprendre le sens. Eh bien, l'IA a appris à faire ça aussi. Et c'est cette idée géniale qui a donné naissance en 2017 à l'architecture Transformer, le moteur qui fait tourner les IA comme GPT qu'on utilise aujourd'hui.
Du coup, ces dernières années, on a l'impression que tout s'est emballé. Watson qui gagne un jeu télé, AlphaGo qui maîtrise le jeu de Go, qui est infiniment plus complexe que les échecs, et bien sûr l'arrivée de ChatGPT qui a mis la puissance de l'IA entre les mains de millions de personnes. Le rythme du progrès ne fait que s'accélérer. On arrive donc à l'épilogue de notre histoire, ou plutôt au chapitre qui est en train de s'écrire en ce moment même. Parce que l'IA, aujourd'hui, ce n'est plus une curiosité de labo. Elle fait partie intégrante de nos vies. Il suffit de réfléchir 2 secondes. L'IA, elle est dans nos poches, dans nos salons. Quand on demande la météo à un assistant vocal, c'est de l'IA. Quand une plateforme de streaming nous recommande la série parfaite, devinez quoi? C'est de l'IA. La reconnaissance faciale qui déverrouille un smartphone, la traduction instantanée, le GPS qui recalcule l'itinéraire pour éviter les bouchons. L'IA est devenue, tout simplement, le moteur invisible de notre vie de tous les jours. Ce succès est fulgurant, c'est incroyable. Mais ça ouvre aussi la porte à des questions totalement nouvelles. Quelles sont les prochaines frontières? Et surtout, quels sont les défis que cette technologie, maintenant partout, pose à notre société? Parce que le plus grand défi aujourd'hui, ce n'est plus tellement de rendre l'IA plus puissante, mais de s'assurer qu'elle est alignée avec nos valeurs humaines. Et ça soulève des questions énormes. Par exemple, la question des biais. Si on entraîne une IA avec des données qui reflètent les préjugés de notre société, l'IA deviendra elle aussi pleine de préjugés. Il y a aussi le problème de la boîte noire. Comment faire confiance à un diagnostic médical fait par une IA si personne ne peut expliquer comment elle est arrivée à cette conclusion? Et bien sûr, il y a l'impact sur nos métiers, sur nos relations sociales. Alors, en refermant ce livre sur l'histoire de l'IA, une chose est sûre, le dernier chapitre, c'est nous qui allons l'écrire. La technologie va continuer d'avancer, c'est une certitude, mais la direction qu'elle prendra, son impact sur notre monde, tout ça dépendra des choix qu'on fera tous ensemble, aujourd'hui. La question n'est plus seulement technique, elle est devenue profondément humaine. La sociologue Sherry Turkle l'a résumé parfaitement. Elle a dit « La vraie question n'est pas ce que l'IA peut faire, mais ce que nous allons devenir avec elle. » Au fond, toute l'histoire de l'IA, c'est un miroir. Le miroir de nos propres rêves, de nos propres peurs, face aux outils incroyables qu'on est capable de créer. Alors au terme de ce grand voyage dans le temps, qu'est-ce qu'on doit retenir? S'il n'y avait que 3 messages à garder en tête, ce serait ceux-là. D'abord, que l'IA, ce n'est pas juste une histoire d'informatique. C'est un point de rencontre, un carrefour entre les neurosciences, la philosophie, la linguistique. Ensuite, que ce rêve de créer une intelligence, il n'a pas 20 ans. C'est une quête humaine très très ancienne qu'on retrouve déjà dans nos mythes et nos légendes. Et enfin, le point crucial, l'IA est un outil. Un outil d'une puissance absolument phénoménale, c'est vrai, mais ça reste un outil. Ce n'est pas une entité qui pense à notre place. Son utilisation, ça reste notre décision, notre responsabilité. L'histoire de l'IA, en fait, elle n'est pas finie. Le prochain chapitre, c'est à nous tous de l'écrire. La question n'est plus vraiment de savoir si on peut le faire, mais plutôt comment s'assurer qu'on le fait bien, de manière éthique, responsable et pour le bien de tout le monde. L'histoire continue et c'est à nous de décider de la direction qu'elle prendra. La page est encore blanche.